Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui, dans ce cours magistral, on va attaquer l'enzymologie. L'enzymologie, c'est quand même un des gros chapitres hyper compliqués de la biochimie générale, d'accord? C'est inclus là-dedans. Et donc, j'ai besoin de faire plusieurs cours magistraux pour vous parler de ça. Et aujourd'hui, principalement, j'aimerais que tu maîtrises le concept que c'est qu'une enzyme, tout simplement, d'accord? Le site actif et les modèles de reconnaissance du substrat, d'accord? On verra aussi les cofacteurs, les coenzymes, les trucs comme ça, voilà, qui permettent de différencier, ainsi que les différentes classifications pour les reconnaître, pour les identifier. C'est déjà pas mal de choses à apprendre, d'accord? On essaiera un petit peu de relier coenzymes, vitamines, pareil, les vitamines, j'adore ça, je vous ferai un cours magistral dédié à ça, d'accord? On verra aussi un petit peu ensemble le concept de vitesse, d'accord? Donc la cinétique enzymatique avec les différentes courbes, d'accord? Avec le modèle de saturation, vous verrez, il y a un truc comme ça. On parlera de l'équation de Michaelis-Menten, d'accord? On parlera de Km, de Vmax, et puis je m'arrêterai là, je pense, pour aujourd'hui, parce que je vais vous faire un cours dédié, je pense, sur toute la partie équation avec des applications concrètes, histoire que vous puissiez avoir les idées claires à ce sujet. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'Enti. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Les enzymes sont des protéines biocatalyseurs qui accélèrent les réactions chimiques dans les cellules sans être consommées. C'est ce que vous devez retenir. En gros, ça va accélérer les réactions chimiques, d'accord, sans modifier la nature de la réaction. Ça, c'est très important. C'est un truc classique de QCM. Vous faites pas avoir par rapport à ça. Alors, on verra sur les enzymes, il y a beaucoup de choses, pas mal de propriétés. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez comprendre 2-3 trucs. Dans les enzymes, on a des petites sous-unités qui s'appellent par exemple les ribosymes. Les ribosymes, ce sont des ARN, d'accord? Et ben finalement, ce sont des enzymes aussi. Ce sont des protéines, mais des enzymes aussi, d'accord? Et donc, elles sont extrêmement spécifiques par rapport à leur substrat. On définira ensuite ce que c'est finalement un substrat, d'accord? Et ça agit souvent en faible quantité et ça ne modifie pas, d'accord, la type de réaction. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'une enzyme, on va la retrouver à la fin de la réaction. Ok, il va y avoir des choses qui va toujours se faire. En fait, ça permet d'aller plus vite, d'accord? Et ça peut fonctionner que si on a les bons paramètres, c'est-à-dire en gros une bonne température, un bon pH, des bonnes propriétés physico-chimiques. Ça fonctionne. Alors, vous avez souvent un modèle qu'on vous donnera. Alors, il y a plusieurs modèles. On va pas forcément être trop dans le détail aujourd'hui. Vous devez au moins comprendre le modèle clé-serrure, d'accord? Concrètement, vous avez une enzyme. D'accord? Donc cette enzyme, on la notera E très souvent dans les équations, retenez ça tout de suite. Et puis on mettra S, le substrat, d'accord? Et donc en fait, on peut avoir un ou plusieurs types de substrats qui peuvent être du coup avec une affinité proche de l'enzyme, d'accord? Donc on a aussi ce qu'on appelle, quand on les assemble ensemble, le complexe enzyme-substrat, d'accord? Et il peut être soit induit ou pas, c'est-à-dire en gros, est-ce que le substrat peut modifier sa forme pour rentrer dans l'enzyme, d'accord? Ou alors est-ce que l'enzyme se modifie pour faire accueillir le substrat, ou alors il se modifie pas tous les deux, puis ça marche très bien. Ça, vous verrez, il y a pas mal de modèles qui existent. Il y a aussi ce qu'on appelle le complexe enzyme-produit. Une fois que le substrat a été exploité par l'enzyme pour être modifié, dans ce cas-là, on se transforme en un produit. Donc on a le fameux P. Et donc on peut avoir ce complexe enzyme-produit. Alors en fait, ça peut être beaucoup plus large que ça, parce qu'on peut avoir même un complexe enzyme-produit-substrat. On peut avoir les trois. Pendant que le substrat se fait consommer par l'enzyme, on a des produits qui se forment, mais on a toujours le substrat attaché. Ok, ça peut se faire sur les mêmes sites, sur des sites indépendants. Bref, il y a plein de petites possibilités, d'accord? Et après, l'idée c'est que le produit se libère et puis on a une enzyme qui est libre. Comme je vous l'ai indiqué, une enzyme, ça permet de catalyser les réactions métaboliques. Alors, catalyse, retenez ce mot-là, ça accélère les réactions anaboliques et cataboliques sans en modifier la nature, d'accord? Ça vraiment, c'est pour accélérer. C'est important de bien comprendre ça, d'accord? Donc ensuite, on a quand même pas mal de spécificités dans les voies métaboliques. L'idée, c'est que ça permet de contrôler les flux. Alors, vous verrez, les enzymes, les protéines, tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les membranes plasmiques, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon libre aussi dans le sang, dans les tissus, etc. Ils ont des fonctions très particulières. Et donc, notamment, les enzymes, les protéines, tout ça, il faut pouvoir les assimiler aussi. Il y a des trucs qui sont utiles. Alors, pour pouvoir fabriquer des enzymes, tout ça, il nous faut une structure de base. Quelle est la structure de base d'une enzyme? Eh ben, étant donné qu'une enzyme, c'est une protéine, elle est composée d'acides aminés, il nous faut donc des acides aminés. Pour pouvoir avoir des acides aminés, il nous faut des protéines apportées par l'alimentation végétale ou animale. On les dégrade sous forme d'acides aminés assimilables et ensuite on peut créer, grâce à ça, des enzymes qui peuvent être très utiles. D'ailleurs,
faut comprendre que pour pouvoir digérer ça, on a besoin d'enzymes. On a des enzymes digestives. On a notamment les sucs pancréatiques, la pepsine, on a les sucs digestifs, etc. L'acidité de l'estomac qui permet justement de digérer tout ça. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça. On fera un cours dédié sur le métabolisme glucidique et tout ça, comment ça marche. Vous verrez, c'est assez technique. On peut aussi faire de la production d'énergie, notamment le glucose, c'est la base pour avoir de l'ATP, et c'est grâce aux enzymes qu'on va pouvoir fabriquer cet ATP. Je vous répète, si vous faites du sport, concrètement, vous devez apporter du glucose pour pouvoir justement alimenter en oxygène vos muscles, etc. Et ça, c'est grâce justement aux molécules de glucose que vous pouvez apporter. Si vous n'avez pas ça, vous devez aller chercher dans les muscles, dans les organes, etc. D'accord? Et ça, c'est important de l'apporter à l'avance. Et effectivement, la respiration cellulaire, ça s'effectue dans la mitochondrie. Je vous encourage, bien sûr, à regarder le court-métrage sur la cellule eucaryote pour en savoir plus. D'accord? Alors, ensuite, il faut comprendre qu'on a plusieurs catégories d'enzymes, et ça, on le verra un petit peu après. On peut avoir des ADN polymérases, d'accord, qui permettent de faire la réplication. Donc, j'encourage à bien sûr à regarder le cours à ce sujet. Les lysozymes, pour notamment la défense immunitaire, mais aussi les acétylcholinestérases, d'accord, qu'on retrouve dans les neurones, donc qui va être une signalisation pour les acétylcholines, faut bien comprendre. Alors dans votre tête, là tout de suite maintenant, j'ai envie de vous dire, lorsque vous avez ASE, donc c'est une enzyme, c'est ça qu'il faut comprendre, et donc pour vous dans votre tête tout de suite maintenant, c'est ça casse tout. Ok, lorsqu'une enzyme va rencontrer une molécule, elle va la détruire en morceaux, d'accord. C'est ce que vous devez avoir en tête. Il y a quand même certaines enzymes qui peuvent synthétiser des choses. Souvent, on les appelle les synthétases. On rajoute ça dans le terme. Et vous avez des enzymes un peu bizarres. Vous avez vu, les lysozymes sont un petit peu particulières. D'accord? Donc, hors classement. Alors, on parlera également de catalyse enzymatique. C'est à peu près le même concept que la catalyse chimique. D'accord? La chimique, c'est quand on utilise des agents chimiques. Là, on utilise des agents enzymatiques, d'accord? Des enzymes qui vont permettre d'aller un peu plus vite. Donc, si on regarde d'un point de vue énergétique, c'est ce qu'il faut regarder. On regarde le niveau d'énergie par rapport à l'avancement de la réaction et on remarque que le niveau d'énergie est beaucoup plus élevé. D'accord? Et ça, c'est intéressant, puisque ça, c'est une réaction qui est non catalysée. C'est une réaction qui est lente. On remarque ça rapidement. Alors que dans une réaction qui est catalysée, le niveau d'énergie est moindre, d'accord? Et du coup, grâce à l'enzyme, on va plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à une enzyme, on a besoin d'apporter moins d'énergie pour aller plus vite. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est un truc de QCM très rapide. Donc, avantage de l'enzyme, QCM, c'est un truc de QCM très classique. Ça diminue l'énergie d'activation, ça augmente la vitesse de réaction, ça n'altère pas l'équilibre final de la réaction. Ça, c'est ce que vous devez retenir immédiatement, d'accord? Alors les facteurs qui influencent l'activité enzymatique sont assez multiples. On a notamment la température. On a remarqué que finalement, une température aux alentours de 40 degrés, donc en fait, finalement, on essaie de bien comprendre, la température physiologique de l'être humain, 37,5 degrés, c'est la température optimum, d'accord? Si on est en dessous, en hypothermie, on est moins intéressant d'un point de vue activité, et si on est au-dessus, on est aussi moins intéressant. Et en général, plus on va augmenter la température, plus on va dénaturer du coup les protéines et les enzymes. Donc on va les détruire. Donc c'est pas intéressant d'être sur une température élevée. Il faut être donc à 37,5, ça c'est idéal, d'accord? Et au-dessus de 42, donc si on a de la fièvre notamment, c'est aussi moins efficace, d'accord? 42, je vous dis, on est mort. Mais voilà, 42 degrés, c'est vraiment la limite constructive pour une enzyme. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être en dessous de 40. Voilà. Ensuite, on a le pH. Le pH, à peu près optimum pour une enzyme, c'est à peu près 6,5. Alors après, le problème qu'il y a, c'est que le pH va dépendre en fait du secteur où est l'enzyme. Par exemple, typiquement une enzyme qui est dans l'estomac et qui va du coup pouvoir digérer les aliments, le pH de l'estomac, il est entre 1 et 2. Donc il va être optimum parce que lui, il a cette fonction-là, il est optimum à ce pH-là. Mais on a d'autres enzymes qui fonctionnent notamment dans l'intestin, un pH à 8, 9, 10. Du coup, on a des enzymes qui sont plutôt spécialisées dans les pH basiques. Donc, on peut pas trop dire que c'est lié au pH. Donc, de manière générale, on dit que effectivement, on a une activité intéressante à 6,5 pour une grande partie des enzymes. Voilà. Donc, c'est relié au pH. Ensuite, on a le substrat. Donc, la vitesse augmente avec le substrat jusqu'à saturation, ce qu'on appellera la Vmax. Et ça, on le verra juste après, la notion de vitesse, Vmax, etc. Vous puissiez comprendre. Il manque aussi d'autres petits éléments qui sont les facteurs physico-chimiques. Est-ce qu'on a des minéraux? Est-ce qu'on a des petites enzymes, des molécules de signalisation? Bref, il y a plein de petites sous-unités. Mais pour l'instant, vous, dans votre tête, vous devez avoir ces 3 éléments en tête le plus vite possible. Alors aussi, vous devez comprendre assez rapidement qu'il y a des concepts d'inhibiteurs et d'activateurs, mais ça, on le reverra dans un cours dédié parce que c'est extrêmement large, il y a beaucoup de courbes à apprendre, beaucoup de représentations possibles, beaucoup de formules et beaucoup d'applications. Donc ça, je ferai un cours dédié à ce sujet-là, vous vous inquiétez pas. Alors pour aller un peu plus loin sur l'enzyme, il faut comprendre comment elle est structurée.
Et comment ça se fabrique tout ça? Et ben concrètement, une enzyme, je vous ai dit c'est une protéine. Alors c'est comment une protéine? Je vous répète, hein, vous regardez la vidéo sur que c'est un acide aminé, une protéine. En fait, on a un enchaînement d'acides aminés. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans le réticulum, puis à partir de Golgi, ça va commencer à avoir des structures tertiaires, puis quaternaires, d'accord, avec plusieurs ces éléments, donc des monomères. Et notamment, on va construire à l'intérieur ce qu'on appelle un site actif, d'accord? Et ce site actif, en fait, c'est un résidu de pas mal d'acides aminés au final. C'est ce qu'il faut comprendre, d'accord? Et donc, ça permet justement de créer des espaces spécifiques pour pouvoir accueillir par la suite des substrats, d'accord, qui peuvent être spécifiques ou pas, on le verra ensuite, et qui vont justement créer une fonction, créer une activité enzymatique. Ça, c'est le site actif, d'accord? C'est ce que vous devez absolument maîtriser. Et donc, ça donne justement cette spécificité à l'enzyme. Donc, il faut bien retenir un truc. Une enzyme, c'est une protéine, mais une protéine n'est pas toujours une enzyme. Là, c'est la nuance que vous pouvez aussi avoir dans les QCM. Donc, si je devais retenir rapidement, le site actif, c'est en gros un système de poche en 3D spécifique où va se fixer le substrat. D'accord? La catalyse, c'est l'ensemble des interactions entre l'enzyme et le substrat qui vont abaisser le niveau d'énergie d'activation. Ok? L'enzyme, elle n'est pas consommée, elle ressort inchangée à la fin de la réaction. Retenez bien ça, vous faites souvent avoir, d'accord? Et la réaction donc est beaucoup plus rapide, sans modifier l'équilibre thermodynamique. Alors ça, la thermodynamique, je vous ferai un cours dédié, plusieurs cours dédiés là-dessus, bien sûr, vous inquiétez pas par rapport à ça. J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la biochimie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biochimie générale, qui comporte plus de 34 modules de cours. Il est extrêmement complet. Notamment aujourd'hui, on travaille sur les enzymes avec les généralités, la classification, un petit peu de cinétique enzymatique, vous allez voir, et pas le reste, puisque ça fera l'objet d'autres cours magistraux. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, et comme tu peux le constater, les biochimies, c'est extrêmement large, donc on va taper à fond sur les cours magistraux. Ça comporte, comme d'habitude, pas mal, bien sûr, de cartes mentales, j'allais dire. Le mot me manque, des schémas, bien entendu, de quoi réviser avec des formules clés, des applications chiffrées pour que tu puisses t'entraîner, de quoi mémoriser, des pièges classiques de QCM, un lexique complet et bien sûr des flashcards pour pouvoir aller plus loin, ainsi que des QCM extrêmement détaillés avec des corrections très très détaillées avec surtout les pièges classiques de QCM, c'est important. Il faut savoir aussi que c'est des parcours certifiants, donc l'idée c'est que tu puisses cumuler des badges, notamment là ce serait le badge sur les enzymes, et puis pour le faire, en fait, il faut que tu réalises un défi avec moi, donc c'est vraiment un accompagnement, donc je te suis vraiment, et une fois que tu as réussi ça, tu fais un examen, si tu as plus de 50%, tu peux obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont en description de cette vidéo et moi je te laisse avec le cours magistral sur l'enzymologie. Bon courage à toi! Donc on va revenir un petit peu sur le concept de catalyse et comment ça se fixe tout ça. Alors là pour l'instant vous devez retenir une sorte de grosse équation générale qui est en fait E plus S donne ES, puis ensuite EP, puis ensuite E plus P. Ça, c'est ce que vous devez retenir de manière générale. Ça se passe pas tout le temps comme ça. On verra bien sûr quand on parlera de différents types d'inhibition, etc. Notamment parce que l'enzyme, quand elle est notée comme ça veut dire qu'elle est libre. Le substrat, quand il est noté comme ça veut dire qu'elle est libre, qu'il est libre. Lorsque vous avez complexe enzyme-substrat, ils sont liés. Lorsque vous avez le complexe enzyme-produit, ils sont liés. L'enzyme là, elle est libre. Et le produit, il est libre. Donc ça, en fait, c'est une importance capitale en réalité. Et vous verrez dans les calculs, notamment quand on fera ça, que il faut pas se tromper, ok, sur la forme, d'accord. Alors l'idée c'est quoi? C'est que votre enzyme, je vous répète, elle a un site actif. Le substrat va venir. Alors là pour l'instant je vous embête pas avec ça, mais il faut juste savoir que le substrat par exemple il va fixer sur l'enzyme et ça se trouve il va pas bien se fixer, il est pas spécifique. Par exemple là mon hexagone là typiquement dans mon schéma, et par rapport à l'enzyme on voit pas d'hexagone dans mon enzyme. Du coup là il va pas pouvoir se fixer correctement. Et pour se fixer correctement, il existe énormément de possibilités. Soit le substrat, il va se modifier, il va retrouver la forme du coup de l'enzyme. Par exemple, si c'est un rond, il va se transformer en rond, il va revenir sur l'enzyme. Soit c'est l'inverse, c'est l'enzyme qui va se modifier pour former un hexagone et accueillir le substrat. Je vous ai dit, il existe plusieurs possibilités, d'accord? Mais une fois que cette possibilité existe, on pourra aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'allostérie, on en parlera un tout petit peu, d'accord? Mais je ferai un cours dédié à ce sujet parce que c'est extrêmement large. Le complexe enzyme-substrat, une fois qu'il est du coup fixé, qu'ils sont maintenus, alors c'est une sorte de liaison covalente, d'accord, qui va se mettre en place, qui va stabiliser, et là, la réaction va pouvoir se faire, et ça va pouvoir du coup rapidement créer des produits. Ce produit va rester lié
directement sur notre enzyme pour pouvoir continuer à produire, puis petit à petit va se libérer. Et une fois que l'ensemble du substrat a été consumé, on se retrouve qu'avec du produit. Voilà comment ça se passe. Et on voit bien que l'enzyme, lui, elle n'a pas bougé de tête. Hein. Elle est inchangée. Ok, important. Alors ce qui se passe, c'est que en général, les profs vous font des cours de malade en enzymologie avec plein de détails totalement inutiles qui retombent pas en QCM. Moi, je me suis vraiment focalisé aujourd'hui sur ce qui va rentrer dans les QCM. Donc là, ce que je dis, c'est ce qui se passe tout le temps dans les QCM. Par exemple, le concept d'abaissement du niveau d'énergie d'activation. Vous avez souvent ce genre de courbe qui vous est donné. Vous le regardez et vous partez sur autre chose parce que c'est pas très intéressant. Il n'y a pas de truc intéressant. Vous allez dire, bah ouais, ok, j'ai un schéma. Qu'est-ce que je dois retenir de ça? Ok? Je vous ai dit, en gros, la seule chose que vous devez retenir immédiatement tout de suite, c'est que l'enzyme abaisse le niveau d'activation, d'énergie d'activation. C'est ça qui arrive souvent en QCM. Mais après, comment ça se passe tout ça? Les petits détails qui arrivent en QCM, c'est quoi? Ça se passe parce qu'on a une proximité, d'accord? En fait, on a les groupes réactifs qui vont créer une bonne orientation, ce qui va abaisser le niveau d'énergie, mais aussi la catalyse de type acide-base, puisqu'on a un système de protons. Donc en fait, on a un système finalement de tampon acide-base localisé qui permet de faciliter la rupture et la formation aussi de liaisons, d'accord? On a aussi un concept de catalyse covalente. Je vous ai dit que la fixation, c'était une liaison covalente entre l'enzyme et le substrat, d'accord? Et ça se fait de façon temporaire, bien sûr, hein, mais ça permet de maintenir cette liaison forte pendant le moment de la fabrication, d'accord? Il y a aussi, pour que ça se stabilise, puisque l'enzyme, elle a une forme particulière, le substrat, pour pas qu'il parte quand même, des lésions interactives, qu'on appelle électrostatiques et des liaisons hydrogènes. Alors, mais aussi, on peut parler des liaisons de Van der Waals, hein, donc des liaisons assez faibles, mais qui permettent de maintenir le substrat dans le site actif pour éviter qu'il parte, d'accord? Et puis, il y a l'effet d'environnement. Effectivement, si on a un bon pH, un bon pK, des résidus, de l'eau, etc., finalement, des paramètres physico-chimiques très intéressants, des minéraux, tout ça, des nutriments, tout ça fait que l'enzyme va être extrêmement efficace. Voilà. Donc, vous devez retenir, l'enzyme abaisse l'énergie d'activation, mais ne modifie pas finalement la partie, ce que je dirais, thermodynamique du système, ni la position d'équilibre. Ça, c'est important, d'accord? Là, le schéma, ce que vous devez retenir, c'est ça. Avec une enzyme, ça va plus vite, d'accord? Et ça diminue le niveau d'activation. Je pense que le fait de l'avoir dit 3 fois, je pense que vous l'avez retenu, je pense, non? Je vais vous prendre un exemple, la chymotrypsine. La chymotrypsine qu'on retrouve bien sûr dans les sucs pancréatiques, d'accord? Donc elle est sécrétée par le pancréas, vous avez compris. Et l'idée c'est de pouvoir notamment casser un certain nombre de morceaux pour former finalement des petits acides aminés assimilables, par exemple, notamment, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On a un substrat protéique. Voilà. Ce substrat protéique, il est là. Et puis, on a un site actif sur cette enzyme. Alors, elle a plusieurs concepts de poche, notamment une poche hydrophobe, et puis une seconde poche. Le substrat va essayer de se fixer sur son site actif. Donc là, je vous ai mis la réaction extrêmement détaillée, mais vous avez bien sûr pas à retenir les détails. Alors, on me dit souvent, ouais, est-ce qu'il faut retenir les exemples que le prof il donne? Bah oui, vous devez les apprendre. Alors maintenant, je vous conseille pas dans une première approche, quand vous révisez, d'apprendre l'exemple ou de retenir juste qu'il y a la chymotrypsine. Et ensuite, une fois que vous avez révisé 2-3 fois, vous allez dans le détail. Bien sûr, ça paraît peu évident dans les QCM d'avoir des gros items sur on va chercher l'acide aspartique 102, l'histidine 57 ou la sérine 195. Ça paraît peu probable, d'accord, d'avoir des trucs aussi détaillés. C'est pas le but du jeu. Mais je devais juste avoir des idées, voilà, des exemples en tête et à quoi elle sert, c'est tout. Okay, c'est vraiment souvent comme ça que c'est fait. Donc si je te donne cet exemple-là, c'est juste pour te dire, voilà, on a un site avec un substrat qui va se fixer avec vraiment des poches spécifiques, avec des liaisons spécifiques. Et pour comprendre comment justement va se maintenir ça, vous devez comprendre les acides aminés par cœur. Donc, est-ce que c'est hydrophobe? Est-ce que c'est hydrophile? Est-ce qu'il y a des soufres dedans pour faire des ponts disulfures notamment? Est-ce qu'il y a certains acides aminés qui peuvent faire des liaisons hydrogènes? Donc tout ça, vous devez retenir les propriétés des acides aminés. Je vous renvoie bien sûr au cours magistral sur ça pour comprendre comment on structure un bon site actif avec un substrat. D'accord? Alors, je peux vous dire que ça, c'est toute une spécialité. Hein. Il y a des biochimistes spécialisés dans l'enzymologie qui créent des modèles comme ça avec des logiciels pour imaginer justement si un substrat pourrait avoir une affinité avec une enzyme, d'accord? Alors maintenant, avec les modèles IA, ça va vachement plus vite puisqu'on arrive à identifier 10 000 substrats d'un coup s'ils sont capables d'être en affinité avec une enzyme. C'est hyper intéressant, ça va permettre de produire des médicaments plus rapidement. Et donc, on a bien compris qu'une enzyme accélère la réaction, et en fait, faut bien comprendre l'ordre de grandeur. C'est de 6 puissance 10 à 6 puissance 17 fois. Je prends un peu du mal à le dire, mais c'est important. Ça veut dire que c'est extrêmement puissant en termes de rapidité.
il faut aussi savoir que l'énergie d'activation, donc elle est réduite, je vous l'ai déjà dit, et souvent elle est réduite de 20 à 100 kJ par vol. Genre ce genre de détail de chiffrage là, vous la prenez pas, ça sert à rien du tout, d'accord? Mais bien souvent, sans que vous vouliez l'apprendre, vous le retenez. Moi, c'était pareil. En première année, j'apprenais des choses totalement inutiles, mais je voulais pas l'apprendre, mais ça retenait tout seul dans votre tête. Je sais pas si c'est votre cas dans votre chat, mais vous allez me le dire. Souvent, moi, sans faire exprès, j'apprends des trucs qui servent à rien. Alors maintenant, on va voir la notion de cofacteur. D'accord? Donc la notion de cofacteur, c'est quoi? En fait, ce que vous devez retenir, c'est qu'un cofacteur, c'est une entité qui est souvent non protéique et qui est nécessaire à la fonction catalytique d'une enzyme. En gros, vous avez une apoenzyme. Retenez bien les termes que je vais vous dire là. Une apoenzyme, c'est une partie protéique qui est seule, qui est inactive, en tout cas qui est peu active, d'accord? Et il a besoin finalement d'un cofacteur. Donc souvent, c'est un ion métallique ou une coenzyme, d'accord? Et puis, une fois que ce système-là s'est mis en place, eh ben, on a la formation d'une holoenzyme, une enzyme complète et prête à être active, d'accord, pour faire sa fonction. Et donc, vous voyez bien que je prends l'exemple du ion métallique, ça veut dire que je vous ai dit que l'environnement a une importance. Le fait d'avoir des ions métalliques autour de cet environnement permet de favoriser l'activité d'une enzyme. Ça, c'est important. Donc, finalement, le cofacteur, c'est quoi? Ça permet de participer directement à la catalyse enzymatique, de stabiliser bien sûr la structure, l'état de transition, d'accord? Les enzymes, enfin les cofacteurs ont des ions métalliques. Donc, ion métallique égale électron, qui est un peu libre, donc permettre le transfert d'électrons et de groupes chimiques beaucoup plus favorables, et ça va aider à la liaison au substrat, d'accord? Ça, c'est important. Donc, pour vous donner quelques exemples, les cofacteurs sont soit des molécules, soit des ions non protéiques indispensables à l'activité de certaines enzymes. Alors souvent, on a les ions métalliques qu'on dit inorganiques, d'accord? Donc on a le zinc, le magnésium, le fer, le cuivre. Finalement, c'est ce que vous retrouvez souvent dans la colonne 2 du tableau périodique, ou alors ça peut être les ions métalliques qu'on retrouve finalement au milieu du tableau périodique, d'accord? On peut aussi bien sûr avoir des coenzymes, et souvent on a les dérivés de vitamines, voilà, qui permettent de créer des coenzymes. D'accord, d'aller un peu plus loin en termes de cofacteurs, d'accord? Et donc, faut pas confondre, je dirais, cofacteur et coenzyme. Souvent, vous confondez ça, d'accord? Un cofacteur, je vous répète, hein, c'est une entité non protéique qui sert à la fonction catalytique d'une enzyme, d'accord? Une coenzyme, c'est juste un style de cofacteur, voilà. Hein, je vous l'ai dit, il y a soit les ions métalliques, soit les coenzymes, d'accord? Ils peuvent être liés fortement, ce qu'on appelle le concept de prosthétique, d'accord, ou faiblement transitoire à l'enzyme. On verra les termes un peu plus tard. Voilà, par exemple, prosthétique, je vous le rajoute comme mot-clé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre tout de suite la définition et le détail de ça. Rajoutez des mots au fur et à mesure dans votre liste, et puis petit bout par petit bout, à force des révisions, vous rajouterez ça en plus dans votre tête. Hein. Ça viendra, vous inquiétez pas. Je vous ai dit donc les ions métalliques. Alors l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on peut les retrouver de façon plus détaillée, d'accord? Donc les ions métalliques, c'est des liaisons souvent ioniques, d'accord? C'est normal, hein. Les ions métalliques c'est des Zn+, Mg2+, Fe2+, donc ça va former plutôt finalement un concept ionique, d'accord? Donc c'est pas très fort, ça modifie pas pendant la réaction, on la retrouve finalement à la fin, c'est ça que ça veut dire, d'accord? C'est essentiel bien sûr à la structure, à la catalyse enzymatique. Par exemple, dans le zinc, ça serait utile notamment dans les catalyses acide-base de type carbonique anhydrase. D'accord, Mg2+, on va trouver dans les kinases pour stabiliser notamment l'ATP, les charges. Fe2+, dans les cytochromes pour le transfert d'électrons. Dans les cuivres 2+, on trouve les oxydases pour le transfert d'électrons. Mn2+, dans les arginases pour stabilisation d'enzymes, de substrats, etc. Juste, voilà, pour info, ça, ce sont des catégories qu'on va voir juste après. Il y en a énormément. C'est pas facile à retenir, je vous l'accorde, mais il va falloir retenir toutes les possibilités. Allez, c'est pas fini, je vous en donne d'autres. On va voir, ça, c'est hyper chaud. Mais c'est une introduction, hein, finalement, à tout ce que vous pouvez avoir en première année. Les coenzymes. Les coenzymes sont des molécules organiques, d'accord, dérivées souvent des vitamines hydrosolubles. En général, c'est des liaisons assez faibles, d'accord, c'est transitoire. Ou alors, ça peut être très fort, ce qu'on appelle prosthétique, d'accord. Ça se retrouve modifié au cours de réaction, faites bien gaffe à ça. Et ça va transporter des groupes d'intérêt. Alors, on va prendre un exemple. Dans les familles, on a les nicotinamides, d'accord? Donc le NAD+, NADH+, NADHP+, NADHPH, d'accord? Donc en gros, pour faire simple, c'est tout ce qui est lié à la vitamine B3. Ensuite, on a les flavines, donc FAD, FADH2, FMN, donc ça c'est la vitamine B2, d'accord? Thiamine, si je dis pas de bêtises. Alors, on a le coenzyme A, d'accord? Donc là, on va retrouver les transports de groupements acyles, d'accord? C'est juste pour vous dire que voilà, faut comprendre toutes les possibilités. On a la thiamine pyrophosphate, la B1, c'est celle-là la thiamine, c'est celle-là la thiamine, la B1, pardon. Décarboxylation, d'accord?
Pyridoxal phosphate, c'est la B6, d'accord, pour l'action sur les acides aminés. La biotine, la vitamine B8, transfert de CO2. La tétrahydrofolate, c'est donc la vitamine B9, l'acide folique, d'accord, transfert de monocarbone. Et la cobalamine, la vitamine B12, qui permet de ranger donc les molécules. Bref, je vous donne des exemples comme ça, mais il en existe plein d'autres. Vous avez compris le concept. Allez, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin sur le concept de liaison du cofacteur à l'enzyme. Donc on a les liaisons de type transitoire, je vous ai dit faibles. Donc par exemple le cofacteur il se fixe, il se détache à chaque cycle catalytique. En gros, on a une enzyme, on a un cofacteur, il va se fixer ensemble. Puis ensuite il y a un substrat qui va venir, ce substrat va venir se fixer sur cette enzyme et ça va produire du coup ensuite un produit. Donc on a enzyme produit et le cofacteur. Finalement à la fin ce qu'il faut comprendre c'est que quand on a un cofacteur, on a une enzyme libre, un cofacteur libre. Ensuite ça se fixe ensemble, on a donc un complexe enzyme cofacteur. Ensuite on a une enzyme avec son substrat plus le cofacteur, donc on a un complexe en fait, parce que vous pouvez bien comprendre ça, un complexe enzyme substrat cofacteur, d'accord. Et puis à la fin on va avoir du coup une enzyme libre avec son produit qui va se libérer et un cofacteur libre. Donc alors bien sûr ça c'est simplifié, c'est la version simplifiée, c'est juste pour vous expliquer que à toute étape en fait on peut avoir des complexes enzyme substrat cofacteur ou enzyme substrat ou enzyme cofacteur ou enzyme produit ou enzyme substrat produit ou enzyme substrat produit cofacteur. Bref, vous avez compris, on peut créer pas mal de complexes et ça dépend en fait la façon dont la réaction se met en place pour avoir ce type de complexe. Ça on le reverra un petit peu plus tard en détail dans les calculs, d'accord. D'autres possibilités, c'est la liaison prosthétique, la liaison forte, d'accord. Le cofacteur reste lié à l'enzyme en permanence. Le cofacteur prosthétique, il est fixé, il va pas bouger, d'accord. Donc on aura un enzyme complexe, enzyme substrat cofacteur fixe, figé, ils peuvent pas bouger. Et donc ça va nous donner finalement un complexe très fort et à la fin on va avoir un produit avec ce cofacteur qui va se libérer à la suite, d'accord. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc en fait on a ces deux systèmes là qu'il faut bien identifier pour les QCM, pour pas vous faire avoir. Ok, vous avez compris? On va un petit peu plus en détail sur le concept de coenzyme, notamment le concept des vitamines, d'accord. Donc coenzyme, pour vous c'est vitamine dans votre tête, c'est déjà pas mal, d'accord. Donc on a par exemple donc la vitamine B1 qu'on trouve en bas qui est la thiamine, c'est la thiamine pyrophosphate, d'accord. Ensuite on va retrouver notamment la vitamine B6 à droite qui est la pyridoxine, d'accord. Donc c'est la pyridoxal phosphate. Ensuite, on a la vitamine B3, donc l'acide pantothénique, donc c'est une coenzyme A. On a la vitamine B2 qui est la riboflavine, FAD, FMN, etc. La vitamine B3, c'est la cyanine, voilà, c'était ça, la cyanine, NAD, NADPH+. On a aussi la biotine, la vitamine B8, d'accord, biocytine. La vitamine B12, cobalamine, pour les méthylcobalamines, adénocyscobalamine, bref, il y a tellement de possibilités. Et la vitamine B9, qui est l'acide folique, le tétrahydrofolate. J'ai envie de dire B12, B9, c'est celles qu'on connaît le plus, sont très intéressantes, je pense que vous connaissez ça très souvent. Un peu de vitamine B6, je pense aussi vous connaissez, mais le reste, vous connaissez moins en général. Dans la nature, ok. Ouais, vous allez me dire, il manque quand même quelques vitamines là, je sais pas, vous connaissez peut-être aussi la vitamine A, d'accord. Vitamine A, le rétinol, d'accord. La vitamine D. Donc la vitamine D, c'est 1,25 dishydroxycholécalciférol. Oui, c'est une molécule très sympathique que j'adore dire. À chaque fois que je le dis en vidéo, dès que je peux placer vitamine D, je kiffe, d'accord. Il y a aussi la vitamine E, tocopherol. Elle est où celle-là? Et la vitamine K, d'accord. Grosso modo, on les voit pas apparaître là, mais c'est d'autres catégories de vitamines qui sont donc inversées. C'est des vitamines, on va dire, du coup, liposolubles. Donc, elles n'ont pas forcément ce concept de coenzyme. Eh oui, il faut faire attention. Il y a aussi la vitamine C, j'en ai pas parlé, je crois. La vitamine C, c'est l'acide ascorbique. L'acide ascorbique, qui est un petit peu particulière, d'ailleurs. Donc, si je veux donner un peu des fonctions spécifiques aux coenzymes, et que je rentre un petit peu dans le détail des concepts, en gros, eh ben, le NAD, ça c'est un truc que vous verrez très souvent dans pas mal de réactions en biochimie, donc retenez ça assez rapidement. Transfert d'électrons, d'accord, oxydoréduction. Hop, on transfère d'électrons à travers des protons, notamment. Ensuite, on a le transfert de groupes acétyl ou d'acyle, donc l'enzyme A, par exemple. Là, faut bien retenir que ça permet de transférer des groupements de type, par exemple, thiol, ok, SH ici. On a le transfert de groupes aldéhydes, ok, comme par exemple avec la vitamine B6, qui permet de transférer notamment ce qu'on appelle les transaminations d'acides aminés. Transamination, on transfère des composés aminés, d'accord. Transfert de CO2, par exemple la biotine, pyruvate plus le CO2 ATP donnera de l'oxaloacétate plus ATP. Je sais pas si ça vous rappelle ça, quelque chose, si vous connaissez ou pas, le cycle de Krebs. On verra ça dans un autre cours magistral, le cycle de Krebs, promis. Transfert d'unités monocarbonées, tétrahydrofolate, donc la vitamine B9, d'accord, synthèse notamment de purine, de timidylate, de méthionine. Bref, c'est un intérêt important dans la synthèse des
ADN, tout simplement, on a de l'ADN, ok, pour que ça fonctionne bien, des bases nucléiques. Ensuite, on a le réarrangement moléculaire, notamment la vitamine B12, qui est une coenzyme importante, d'accord. Et donc, ça peut être par exemple de la méthylmalonyl coenzyme A, succinyl coenzyme A. Pareil, ça, on retrouve pas quelque part, genre dans le site de Krebs ou dans les glucides, je sais pas, vous me direz. Voilà. Vous verrez que c'est important. Donc, je donne quelques exemples assez concrets. Par exemple, le lactate déshydrogénase, LDH, d'accord? Bien sûr, tous ces exemples ne sont pas à connaître immédiatement. Vous devez l'apprendre plutôt dans le cours des glucides. Alors, exemple pyruvate, qui est le substrat. Ok, il faut bien identifier qui est qui par contre. Hein. Substrat, on va aussi avoir l'acide acétique, donc là c'est sous forme acétate, et on va avoir justement notre ADH H+, donc c'est finalement un cofacteur. Retenez bien ce concept-là. Et puis on va avoir la réaction qui va se mettre en place grâce à la lactate déshydrogénase, c'est l'enzyme, d'accord? Et on va avoir finalement le produit qui est le lactate. Si on comprend bien le concept, le pyruvate étant le substrat, on a des petites molécules d'intérêt qui vont permettre d'aller un peu plus vite, l'acétate, avec NADH H+, NADA+, AD+, c'est finalement un cofacteur. Hein. Et puis derrière, on va avoir là le produit lactate. C'est comme ça qu'on essaie de comprendre le concept. Par exemple, le succinate déshydrogénase. Donc là, on a le succinate, d'accord? Donc là, c'est dans une des étapes du cycle de Krebs. Moi, je la retenais très simplement parce que succinate, ça fait penser à suricate, donc j'ai ça en tête, d'accord? Et donc, le FAD transforme le FAD H2, ça forme du fumarate. Oui, parce que notre suricate, il est en train de fumer. Voilà, ça, c'est une des étapes du cycle de Krebs. Si jamais vous voulez retenir en image, si ça vous intéresse, je vous le ferai en vidéo. Il n'y a pas de problème. Ce serait avec un grand plaisir. D'accord? Et donc, on a une coenzyme qui est le FAD qui permet de faire ça. OK? La pyruvate déshydrogénase. D'accord? Le pyruvate, une fois qu'on va le transformer, grâce à notre coenzyme, il va se transformer en acétylcoenzyme. Voilà. Grâce à notre pyruvate déshydrogénase. C'est donc l'enzyme qui permet de faire ça. Bref, ces exemples-là, vous le verrez dans les glucides qui sont importants à retenir, notamment le cycle de Krebs, etc. D'accord? Alors, en résumé, les cofacteurs sont indispensables, bien sûr, à l'activité enzymatique. Vous avez deux types, soit les ions métalliques, Zn2+, Fe2+, Cu2+, etc. Soit les coenzymes, notamment les vitamines, d'accord, vitamine B, d'accord, les vitamines hydrosolubles. Alors ça fait des liaisons faibles pour les ions métalliques ou des liaisons fortes pour les ions coenzymes en général. Ça participe bien sûr à la catalyse sous forme de transporteur ou de stabilisateur et au final on a une réaction beaucoup plus rapide, plus efficace et mieux contrôlée. Si tu as retenu ça, t'es un boss. T'es un boss. Vraiment, si tu as retenu ça tout de suite, maintenant, aujourd'hui, t'es une bête. Vraiment, t'es une bête. Alors concernant la classification des enzymes, c'est assez technique, donc il faut comprendre comment tout ça se met en place d'un point de vue nomenclature. Il y a une nomenclature spécifique pour les enzymes, donc ce qu'on appelle le système EC, d'accord? Chaque enzyme reçoit un numéro à 4 chiffres, d'accord? Donc le premier, ça indique la classe, le deuxième, c'est la sous-classe, le troisième, c'est la sous-sous-classe, et le quatrième, c'est le numéro d'ordre. Exemple, le lactate déshydrogénase, c'est EC 11127. Ok, vous allez me dire, faut-il que je retienne ça? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, non, bien sûr, faut pas retenir ça. Par contre, on peut vous demander, dans les QCM, de pouvoir identifier une enzyme à partir d'une nomenclature qu'on vous met, par exemple, en annexe. Ça, c'est possible. C'est assez rare, je vous l'accorde, mais ça peut arriver, j'en ai déjà vu dans certaines universités, qui sont un peu méchantes là-dessus. D'accord? Alors, cette classification ne tient pas compte de la structure, mais de la fonction catalytique. Ça, c'est un truc de QCM très souvent qu'on repère. Et certaines enzymes nécessitent des cofacteurs, pour être activé, on l'a déjà dit. Donc on retient que finalement on a EC, on a soit la classe, soit ensuite on a la sous-classe, soit la sous-sous-classe, soit le numéro d'ordre. Alors, prenons un exemple sur le lactate déshydrogénase, donc on a dit que c'était EC 11127. Du coup le 1 c'est la catégorie, donc c'est son oxydoréductase. Ensuite ça agit sur le groupe CHOH. Ensuite c'est sur NADH, NAD+, et NADP+, d'accord, comme accepteur, donc ça c'est la façon dont il s'organise. Et 27e, c'est-à-dire 27e enzyme de cette sous-sous-classe. Voilà, comme ça qu'on a déchiffré. C'est hyper technique. Allez, c'est parti pour les sous-catégories. Donc, on a oxydoréductase, première possibilité. Donc, elle catalyse les réactions d'oxydoréduction, donc transfert d'électrons ou d'hydrogène. En fait, c'est les H+, qu'on transfère pour avoir des protons, en général. D'accord? Donc, par exemple, le lactate déshydrogénase, pyruvate plus NADH plus H+, donne lactate plus NAD+. Voilà. Et donc, on a le nom de sa classe, ok? Le nom de cette enzyme. L'alcool déshydrogénase, éthanol, plus NAD+, donne acétylaldéhyde, acétaldéhyde plus NADH, H+, etc. Vous avez compris, ou Catala, etc. Bref, ces exemples-là, si on vous les donne, apprenez-les pour connaître la classe. En général, on vous donnera le nom de la classe avec les exemples. C'est ça que vous avez souvent en QCM pour identifier. Mais vous devez pas, bien sûr, apprendre par cœur les réactions chimiques. Hein. C'est pas le but du jeu, d'accord? Ça sert à rien, d'accord?
Deuxième possibilité, les transférases. Ça catalyse le transfert d'un groupe fonctionnel. Donc en gros, donneur, très bien, un accepteur. Exemple, hexokinase, donc c'est du glucose plus de l'ATP, donnera du glucose 6-phosphate plus ATP. ADP, d'accord? Donc en fait, on a un groupement qui est lié, qui va être transféré. On a une partie B. Cette enzyme va agir, ça fera A plus B plus ce groupe qui a été transféré. Par exemple, on a souvent des groupes de type phosphoryle, méthyle, acyle, aminé, glycoside, phosphate, etc. Donc on a les hexokinases, on a les aminotransférases, on a les méthyltransférases. Bon, il y a quand même une astuce assez simple. Souvent, très souvent, il y a transférase dans le mot de l'enzyme. C'est quand même cool. Et on donne la qualité. Par exemple, aminotransférase, on transfère un groupement amine. Méthyltransférase, on transfère un groupement méthyle. Autre catégorie, les hydrolases, qui catalysent l'hydrolyse des liaisons chimiques par addition d'eau. Finalement, c'est l'inverse d'une estérification. Okay, là, l'idée, c'est vraiment de casser en morceaux. C'est une hydrolyse, okay, pour faire ça. Donc, en gros, la trypsine, qui est une des protéines, enfin des enzymes qu'on va retrouver notamment pour pouvoir digérer les protéines dans notre estomac, elle va se lier avec l'eau, notamment, pour faire de la peptide et des acides aminés. En gros, on casse la protéine en morceaux, en différents peptides, et puis ensuite des acides aminés assimilables par l'organisme. Les lipases, donc c'est des triglycérides plus de l'eau, ça formera du glycérol plus acide gras. Les phosphatases alcalines vont permettre notamment de former des groupements OH, donc des alcools, d'accord? Ça c'est important de bien retenir cette classe-là, les hydrolases, d'accord? Ensuite on a les liases, catalysent les réactions d'addition, d'élimination, qui forment et rompent du coup les doubles liaisons, sans hydrolyse ni oxydation, ça c'est important. Par exemple, on a les fumarases. Fumarate plus eau donne malate. L'aldolase, fructose 1,6 biphosphate, donne du DAP+, plus diglycéraldéhyde 3P. 3P, ça veut dire phosphate, hein, d'accord? Et les décarboxylases, donc l'acide pyruvique, donne de l'acétaldéhyde plus du CO2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, lorsque vous avez ce genre d'enzyme, les liases, d'accord, ça va casser des trucs, et ça va former des doubles liaisons, d'accord, avec un élément qui va se séparer. Donc en fait, on retrouve ça notamment dans les décarboxylations, les déshydratations, les clivages, les formations de double liaison, bref, etc. En fait, vous avez un mot genre décarboxy ou déshydrat, enfin, dans votre tête, vous avez un D. Normalement, bien souvent, c'est des liases. L'isoméras, en fait, concrètement, ça permet juste de réarranger. Donc c'est une modification intramoléculaire, piège classique de QCM, entre inter et intramoléculaire, d'accord? Donc c'est vraiment un réarrangement intramoléculaire. Donc concrètement, par exemple, on a le phosphoglucose isomérase, donc le G6P deviendra F6P, d'accord? Le triose phosphate isomérase, donc le DHHP donnera du glycaldéhyde 3-phosphate. Le racémase, par exemple, L-alanine donnera du D-alanine. Donc en gros, si on comprend bien le concept, déjà, dans un premier temps, vous avez bien souvent isomérase dans le nom de l'enzyme, donc ça vous aide énormément pour trouver la classe. Et ensuite, comme c'est intramoléculaire, finalement, c'est souvent des réarrangements assez simples. Souvent, c'est aldocétose, d'accord? Donc c'est assez facile à retenir une fois qu'on a les éléments clés. Soit on transforme cis-trans, d'accord? Ou alors on fait de l'épimérisation. Alors tout ça, si vous comprenez pas là tout de suite maintenant, je vous renvoie bien sûr aux cours magistraux sur tous les concepts de chimie organique sur cette partie-là, hein. Tout ce qui est stérisomérie, tout ça, pour comprendre, ok? Et donc isomérase, L en D pour les acides aminés par exemple. Ensuite, on a les ligases, qu'on appelle aussi les synthétases. Alors pour moi, c'est la seule catégorie d'enzymes qui fabrique des choses, ok? Donc si vous avez un truc à retenir, c'est la seule enzyme qui fabrique des choses, d'accord? Donc elle catalyse la formation de liaisons chimiques couplées à l'hydrolyse d'ATP. Ou alors ça peut être d'autres types de nucléotides, hein, on peut avoir de l'ADP ou de la AMP, etc. Par exemple, l'ADN ligase, donc 2 brins d'ADN plus ATP formera un brin ligaturé plus de l'AMP plus de PPI. Donc ça, c'est un concept de haute énergie avec du pyrophosphate. Voilà. Autre exemple, glutamine synthétase, donc glutamate plus NH2+, plus ATP donne glutamine plus ADP plus PI. Bref, vous avez compris. Acétylcoenzyma synthétase, acétate plus coenzyma plus ATP plus acétylcoenzyma plus AMP plus... Bon bref, vous voyez que c'est un peu chiant. Donc, dans un premier temps, quand vous réalisez ça, n'apprenez pas par cœur les réactions, ça ne sert à rien. Juste la stratégie. Et bien souvent, dans ce genre de ligase, on a le mot synthétase qui est donné, ou alors ligase, hein, ça peut aussi être ligase. Dans l'ADN, souvent c'est ligase, dans plutôt le concept des protéines, c'est ça synthétase qu'on retrouve souvent. D'accord? Et pour identifier ça, vous devez avoir une molécule d'ATP bien souvent, en tout cas une énergie, une molécule d'énergie qui doit être associée à ça. Et ça vous donne un intérêt, enfin en tout cas une modèle d'identification pour identifier une synthétase. Du coup, vous avez 6 classes principales, donc oxydoréductase, transférase, hydrolase, liase.
isomérase, ligase ou synthétase, d'accord. Il faut savoir que en fonction de l'université, en fonction des profs, il peut y avoir des classes encore plus importantes. Moi, j'avais en tête plutôt 7 classes, d'accord, mais ça dépend du prof. Donc là, je vous ai mis les 6 classes principales que vous devez maîtriser immédiatement, le plus rapidement possible. Ça, c'est important, d'accord. Alors une fois que tu as appris les classes enzymatiques, on va pouvoir enchaîner sur la vitesse initiale, les effets de concentration, substrat, etc., avec les courbes et tout. Alors là, je vous montre dans ce cours-là uniquement à quoi ça ressemble rapidement, mais on va faire un autre cours magistral sur l'équation de Michaelis et tout le reste, parce que c'est extrêmement technique, c'est extrêmement long. Donc là, je vous montre juste 2-3 trucs, hein. L'idée, c'est que la vitesse initiale, elle va dépendre de pas mal de choses, notamment la façon dont le substrat va se mettre en œuvre, ainsi que l'enzyme, donc la formation du complexe enzyme-substrat, d'accord. On parle souvent de quantité en substrat, donc on parle d'effet de concentration en substrat pour la vitesse initiale, et vous voyez qu'il se passe des courbes intéressantes, avec des forces de cinétique, donc de façon exponentielle, mais qui est limitée à un moment donné avec une Vmax sur 2, d'accord, donc avec notion de Km. Tout ça, je vous en parle pas aujourd'hui, juste voilà, vous sachez, et je vous donne quelques représentations, que tout ça va dépendre de pas mal de choses, ok. L'effet de ce substrat, c'est une première chose que vous devez avoir en tête. L'équation de Michaelis-Menten, qu'on va revoir en détail avec différentes représentations. Notamment, je vous montre un exemple là, mais vous avez la représentation de Lindauer-Burke ou de Eddie Hofstee que vous devez maîtriser. Mais tout ça, je le ferai en détail dans d'autres cours magistraux. Vous inquiétez pas. D'accord. Vous, ce que vous devez avoir en tête là immédiatement tout de suite, c'est que tout ça, ça va ramener à des formules, notamment la formule de Michaelis-Menten qui va se différencier en plein de sous-formules. Et tout ça, j'ai l'occasion d'expliquer ça en détail. J'ai fait énormément de vidéos sur l'enzymologie. Si vous voulez bien sûr voir en détail la démonstration de l'ensemble de ces molécules-là, je t'invite à regarder la playlist dédiée à ça. D'accord. C'est extrêmement important de maîtriser ça. Là, on va aller se concentrer maintenant sur les QCM. Concernant le site actif, coche les propositions exactes. Il correspond à une région précise de l'enzyme, il assure la reconnaissance du substrat, il réalise la catalyse, il correspond toujours à toute la surface de l'enzyme, et sa structure dépend de la conformation globale de l'enzyme. Bien joué. Alors effectivement, il y a bien une région précise de l'enzyme, ce qu'on appelle le site actif au final, hein. Il assure la reconnaissance du substrat, évidemment, d'accord. Ensuite, il réalise la catalyse enzymatique, effectivement. Alors c'est pas toute la surface de l'enzyme, hein, bien entendu, hein, c'est juste le site actif. Sa structure dépend de la conformation globale de l'enzyme, bien entendu. QCM, introduction applicative, très simple. On peut pas se tromper si on a compris ce qu'on a dit juste avant. Concernant le complexe enzyme-substrat, coche les propositions exactes. Il est transitoire. Il précède la formation du produit. Il implique toujours une liaison covalente permanente. Il peut modifier la conformation de l'enzyme ou il laisse l'enzyme régénérer après libération du produit. Effectivement, c'est ABDE. Il est bien transitoire. Il précède la formation du produit. Il implique toujours une liaison covalente permanente. Non. On a dit quoi? On a dit que ça peut être réversible. D'accord? Et c'est pas permanent. D'accord? Alors, une petite précision par rapport à ça, enzyme substrat, il y a une liaison covalente, mais elle est transitoire. Ouais, à savoir, ça peut être aussi, pour certains types, des liaisons qui sont de nature non covalente. D'accord? Faites bien gaffe à ça aussi. Ça va dépendre, bien sûr, entre enzyme substrat. D'accord? La nature de ça. Tout ça, on aura l'occasion de voir, de préciser, je pense, dans un autre cours. Il peut modifier la conformation de l'enzyme, oui. Il laisse l'enzyme régénérer après libération du produit, bien sûr que oui. Concernant le modèle clé-serrure et l'ajustement induit, le modèle clé-serrure suppose une complémentarité préalable, l'ajustement induit suppose une enzyme flexible, les deux modèles sont strictement incompatibles, l'ajustement induit peut optimiser la catalyse et le site actif est toujours totalement rigide. ABD? Ok. ABD. Effectivement, c'est bien un BD. Le modèle clé-serrure suppose une complémentarité préalable. Effectivement, c'est logique, hein, tu peux pas mettre un carré dans un rond. L'ajustement induit suppose une enzyme flexible. Oui, parce que forcément, ton substrat, il est rond, l'enzyme, elle est carrée, elle va devenir rond pour pouvoir l'accepter, l'affinité, ce qu'on appelle. Les deux modèles sont strictement incompatibles. Non. L'ajustement induit peut optimiser la catalyse, et effectivement, c'est le but du jeu, hein. Et le site actif, il est pas rigide, bien sûr, il est en mobilité, il bouge, hein, pour aller plus vite, il est dynamique. Voilà. Concernant l'état de transition, il correspond à une configuration de haute énergie, et l'enzyme peut le stabiliser. Il est identique au produit final, il est plus stable que le substrat, et sa stabilisation accélère la réaction. Alors, AD, il correspond à une configuration de haute énergie. Effectivement, il se situe au sommet de la barrière énergétique, état instable. L'enzyme peut le stabiliser. C'est vrai, l'enzyme, elle abaisse l'énergie d'activation, je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois dans le cours là, je l'ai dit énormément de fois pour pas vous tromper avec QCM. Il est identique au produit final. Non, justement, c'est une étape intermédiaire, d'accord, pas le produit. Il est plus stable que le substrat. Faux, justement, il est très instable puisque c'est de haute énergie.
Sa stabilisation accélère la réaction. Oui, l'objectif c'est justement que ça puisse avoir une réaction accélérée grâce à l'enzyme. Voilà. Donc c'était A, B, E. Concernant les cofacteurs, ils sont toujours protéiques, ils peuvent être indispensables à l'activité enzymatique, ils peuvent être minéraux ou organiques, ils sont toujours consommés définitivement, ils peuvent participer directement à la catalyse. Vous voyez, c'est vraiment des QCM d'application, là, on rentre pas dans des trucs de fou. Et bien entendu, bien souvent, dans les annales, vous avez, alors c'est un peu plus poussé, c'est sûr, mais ça ressemble pas mal à ça. Hein. BCE, effectivement, c'est pas mal. Ils sont toujours protéiques? Non. On l'a dit que ça peut être inorganique aussi. Ils peuvent être indispensables à l'activité enzymatique. Oui, il y a des certaines, qu'on dit apoenzymes, qui ne sont pas actives s'il n'y a pas de cofacteur. Et on formera du coup des holoenzymes. Ils peuvent être minéraux ou organiques, on l'a vu, ça peut être des sels métalliques, hein, Mg2+, Cu2+, etc. Ou organiques, comme les vitamines, coenzymes. Ils sont toujours consommés définitivement. Non, on a dit qu'à la fin, il se passait des choses, vous voyez. Ils sont réutilisables. Important. Ils peuvent participer directement à la catalyse. Et effectivement, c'est le but du jeu, puisqu'ils ont un rôle catalytique. Concernant apoenzyme et alloenzyme. L'apoenzyme correspond à la partie protéique seule. L'holoenzyme est la forme complète active. Une holoenzyme ne contient jamais de métal. L'apoenzyme est toujours active seule. L'apo plus cofacteur donne holoenzyme. ABE. Bien joué. L'apoenzyme correspond à la partie protéique seule, on l'a dit. Ok, elle n'est pas active en général, hein, s'il se passe rien. L'holoenzyme, c'est la forme complète active. Oui, il nous faut le cofacteur avec. Une holoenzyme ne contient jamais de métal. Bah, c'est faux. On peut avoir bien sûr du métal, hein, des ions métalliques. Une apoenzyme est toujours active seule. Non, il nous faut ce cofacteur. Hein, retenez ça. Et l'apoenzyme plus cofacteur donne holoenzyme. Je pense que là, vous avez compris la différence entre apoenzyme et holoenzyme. Ok. Concernant la coenzyme A, coche les bonnes propositions. Elle transporte des groupements acyles, elle possède un groupement thiol réactif, elle dérive de la vitamine B5. L'acétylcoenzyme A transporte un groupement à 2 carbone, elle est uniquement utilisée dans le noyau. Alors ce genre de QCM commence à être un petit peu plus technique. Là j'ai pris un QCM un peu plus avancé dans ce que j'ai fabriqué, et donc vous voyez que ça commence à devenir un petit peu plus difficile là en général. Est-ce que vous avez la bonne réponse? A, B, C, D on propose. Bien joué. Donc là, ça veut dire que tu as bien retenu tout ce que je viens de dire. Concrètement, elle transforme un groupement acyle. Oui, alors souvent, ça va être des thioesters. D'accord? Elle forme des thioesters, donc du groupement transport des acyles. Elle possède un groupement thiol réactif. Groupement thiol, c'est SH, d'accord? Le groupement thiol, c'est ce truc-là, d'accord? Elle dérive de la vitamine B5, effectivement, donc l'acide pantothénique, d'accord, qui est un précurseur. Ensuite, l'acétylcoenzyme A transporte un groupement à 2 carbones. Effectivement, acétylcoenzyme A, c'est 2 carbones. Elle est uniquement utilisée dans le noyau? Non, c'est noyau et mitochondrie, si je dis pas de bêtises, ok? Il y a peut-être aussi d'autres éléments dans le cytoplasme à voir en précision. Je vous ramène au cours, bien sûr. Concernant la classification EC, coche les bonnes propositions. Elle classe les enzymes selon la réactivité, la réaction catalysée. Elle classe uniquement selon la taille de l'enzyme? Un numéro EC comporte plusieurs niveaux. Deux enzymes de structures différentes peuvent appartenir à la même classe, et le nom usuel suffit toujours pour connaître la classe. ACD. ACD, effectivement. Alors, la classe des enzymes, elle se fait selon la réaction catalysée. Ça, c'est un truc important. Donc, pas du tout un rapport avec la taille. Rien à voir, d'accord? Il y a plusieurs niveaux, on l'a dit, il y a 4 niveaux. Hein. La classe, la sous-classe, la sous-sous-classe et le numéro d'ordre, bien entendu, d'accord? Ensuite, deux enzymes de structures différentes peuvent appartenir à la même classe. Effectivement, on peut avoir même fonction, mais structures différentes. Et le nom usuel suffit toujours pour connaître la classe. Non, d'abord, le fait d'avoir une classification EC, donc internationale, permet de avoir quelque chose de cohérent, quelles que soient les langues. Mais l'autre point important, c'est que le nom de l'enzyme, même si l'enzyme est identique, peut changer en fonction de l'endroit où il agit. Concernant les oxydoréductases, elles catalysent et transfèrent d'électrons. Les déshydrogénases en font partie. Les oxydases en font partie. Elles réalisent toujours une hydrolyse et elles peuvent utiliser NAD+, ou FAD. Ah, BCE. Effectivement, elles catalysent le transfert d'électrons, ça c'est les oxydoréductases. Les déshydrogénases en font partie, bien vu, ouais. Alors c'est souvent des transferts d'hydrogène, donc de protons. Les oxydases en font partie, oui, alors c'est assez facile normalement à retenir, oxydase, oxydoréductase, ok. O2, souvent comme accepteur. Elles réalisent toujours une hydrolyse, non ça c'est les hydrolases qui font ça, voilà. Elles peuvent utiliser NAD+, ou NAFAD, oui, alors quand on a des transferts de protons, tout ça c'est quand même très particulier, donc on a besoin du système redox, d'accord, transfert d'électrons.
Concernant les transférases, elles transfèrent un groupement chimique. Les kinases sont des transférases. Les transaminases sont des transférases. Les phosphatases sont des transférases. Et les méthyltransférases transfèrent un groupement méthyl. A, C, D, E. Alors, faudra retravailler à mon avis ce QCM. Elles transfèrent un groupement chimique, ouais, c'est des transférases, donc ça transfère des éléments. Les kinases sont des transférases, oui, on avait pris l'exemple de exokinase, d'accord? Donc là, faut que je mette vrai. Les transaminases sont des transférases. Transaminases transfèrent des groupements amines, ça c'est vrai. Les phosphatases sont des transférases. Les groupements phosphates c'est par hydrolase, d'accord? Donc c'est des phosphatases, donc là j'en mets faux. Et les méthyltransférases transfèrent des groupements méthyl, ça c'est assez transparent. Hop, c'est validé. Concernant les hydrolases, coche les propositions exactes. Elles utilisent une molécule d'eau. Les protéases sont des hydrolases. Les lipases sont des hydrolases. Les phosphatases sont des hydrolases. Les hydrolases forment toujours une liaison avec ATP. A, B, C, D. Ok. L'eau, c'est bien sûr intéressant pour participer à la rupture de liaison grâce aux hydrolases, d'accord? Alors c'est l'inverse d'une estérification, hein. Et c'est important, c'est ce qu'on appelle une hydrolyse, tout simplement. Les protéases sont des hydrolases. Les protéases, bien sûr, elles ont l'opportunité de casser les liaisons peptidiques, donc ça fait de l'hydrolyse grâce aux protéases. Les lipases sont des hydrolases. Les lipases hydrolysent les liaisons esters, d'accord? Donc effectivement, ça marche. Les phosphatases sont des hydrolases. Les phosphatases hydrolysent les esters phosphoriques, donc c'est bien les phosphatases. Et les hydrolases forment toujours une liaison avec ATP. Ça, on a vu que c'était avec les ligases, si tu dis pas de bêtises, hein, les ligases, voilà. Donc du coup, il n'y a pas d'ATP obligatoire. Bon, on a vu pas mal de choses aujourd'hui en enzymologie, ce qu'on appelle l'enzymologie générale, mais ça fait partie d'un tout petit système de la biochimie générale, ok? Si bien sûr tu vas beaucoup plus loin par rapport à ça, j'ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la biochimie générale. Hormis l'enzymologie, il y a quand même pas mal de choses, hein. Les acides aminés, les protéines, l'enzymologie, les glucides, les lipides et tout plein d'autres trucs que je te laisse découvrir en détail. Tout ça, je te mets en description de cette vidéo. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses faire des défis avec moi, également faire un examen pour aller beaucoup plus loin et puis ensuite avoir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, je te laisse toutes les informations en description de cette vidéo et puis je te mets mon contact, hein, contact@tonprofnt.com si tu veux me contacter à ce sujet. Voilà, je suis là pour discuter avec toi, il n'y a pas de problème. Je te retrouve dans pas mal de cours magistraux en biochimie et dans d'autres matières. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne YouTube, liker, booster la vidéo, à mettre des commentaires, ça m'aide énormément pour le référencement. Je t'encourage vraiment à le faire, vraiment ça m'aide énormément. Je vous apporte énormément de contenu gratuit. Donc l'idée, c'est de m'aider à m'encourager à continuer dans cette voie. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente journée. Bon courage à toi dans tes révisions. À très vite. Ciao, 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 ciao.